notre plateau pour cette deuxième journée du printemps de l'orientation avec nos invités pour parler de métiers du numérique, de la science et de l'intelligence artificielle. Tout de suite les présentations avec Céline Guéry, chef de projet Futur Numérique. Bonjour. Donc vous allez nous expliquer justement la portée. Et à côté de vous, Philippe Delavier, président URI-SA. Le RISA, bonjour. Voilà, qui veut dire Union Régionale des ingénieurs et scientifiques d'Aquitaine qui se transforment en IESF Nouvelle-Aquitaine. Il faut parler dans le micro, Philippe. Oui, pardon. Voilà. Donc, on se transforme en IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, Nouvelle-Aquitaine, pour couvrir l'ensemble du territoire. Voilà. Et nous avons Damien avec nous aussi. Eh bien oui, je suis là. Tu as pris goût, tu as pris goût à ce plateau, magnifique d'ailleurs. En tous les cas, passer du temps avec vous, c'est très agréable. Et avec nos invités, où on va parler science, numérique, mixité, ça va être un bon moment pendant une petite demi-heure ensemble. Alors, première question, est-ce que, très bateau en fait, est-ce que le numérique aujourd'hui c'est l'Eldorado pour tous les jeunes ou pas qui nous regardent, parce que ils se disent c'est là où je veux aller parce que c'est là où il y a du travail, c'est là où il y a des possibilités? Oui et non. En fait, oui, sur les usages, tout le monde utilise le numérique, tout le monde ou presque a un téléphone. Non, parce que les orientations ne sont pas très, très faciles à identifier, qu'il y a plein de métiers qui n'existent pas encore, que des jeunes qui sont actuellement au lycée, je pense que tu pourras le dire aussi bien que moi, vont peut-être faire des métiers qui n'existent pas de suite. Donc, c'est tout un parcours d'orientation et ce n'est pas de se dire « Ok, je veux être faire ce métier à tel âge et gagner autant » parce que c'est un domaine qui est très, très, très mouvant et qui est du coup passionnant. Voilà. Donc effectivement, pour le regarder sous l'angle entreprise, par exemple, au niveau du ESF, on a fait en 2019, lors d'une enquête, on s'est rendu compte que 75% des entreprises ont un projet de transformation numérique. Donc c'est-à-dire que finalement, les entreprises ont cette thématique-là, ils sont en train de la mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre, et donc il y a de la demande. Et donc ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a des profils en particulier qui sont pointus. On entend parler souvent des data scientists, par exemple. Toutes les personnes qui vont traiter les données aujourd'hui sont des profils très pointus, très recherchés. Donc il y a un mouvement et je crois que la demande va encore s'accroître dans les années qui viennent. Et si je peux compléter, en plus dans le numérique, on va du community manager au data scientist, au codeur ou à la codeuse d'ailleurs. Développeur. Développeur et développeuse. Donc ça fait beaucoup de métiers sur beaucoup de sujets différents, de l'accompagnement, du conseil, mais aussi de la technique, des réseaux. Enfin voilà, c'est très très large. Vous le disiez justement, donc plein de métiers qui sont à créer et plein de métiers qui sont en évolution aussi, puisque on parlait de community management par exemple avec la monétisation, etc. qui vient, data analyst également aussi, qui a un bel avenir face à lui. Oui. Et donc c'est vrai que on dit souvent, en fait, on a parlé d'informatique avant, on parle de numérique aujourd'hui. Oui. Donc finalement, l'informatique avant était très ciblée, on était sur des machines, etc. Le numérique, c'est assez large aujourd'hui. Et finalement, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, le numérique, c'est pas quelque chose à côté, c'est quelque chose qui est en train de diffuser dans l'ensemble des secteurs. Quand on regarde les projets, comment l'industrie se transforme avec l'industrie du futur, on a de la digitalisation qui arrive sur des machines existantes. Donc en fait, la numérisation, c'est vraiment une tendance qui est dans tous les secteurs d'activité et qui, en termes de métiers ou de compétences, on va effectivement avoir les personnes qui sont sur la donnée. Il y a encore bien sûr des personnes qui font du programme. Puis on a aussi toute la notion de cybersécurité dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avec des rançons, etc. Mais donc on est vraiment sur des sujets qui sont, comme Céline le disait, on a des métiers aujourd'hui, mais il y a tous ceux qui vont arriver encore. Donc il y a pas on n'est pas limité du tout. Alors ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de profil type pour accéder à ce monde-là. Vous pouvez avoir des gens qui sont peut-être très bons, je sais pas, même en philosophie, pourquoi pas, qui peuvent trouver leur place, pourquoi pas, pour écrire un scénario pour un jeu, etc. Tous les chemins, finalement, peuvent mener au numérique, où il y a quand même des voies un peu... on parlait tout à l'heure un peu des voies royales, des grandes écoles, etc. Mais il y a quand même des voies un peu royales, et puis on peut aller sur le côté. Comment ça peut se passer pour accéder à tout ça? Alors en fait, on a... effectivement, il y a énormément de filières aujourd'hui. On peut dire que, sans être du tout péjoratif, mais vous avez des community managers, par exemple, qui effectivement, avec le bac, vont être community managers. Puis on va aller jusqu'à des docteurs. Donc en fait, il y a des possibilités en termes de formation sur l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur.
Et puis aussi, il y a tout un enjeu de reformation, de réorientation. C'est ça. Il y a aussi des profils. Alors donc du coup, sur Futur Numérique, on présente des rôles modèles et des personnes qui travaillent dans ces sujets. Et on en a une qui a été responsable web marketing chez Oxbow, chez Cdiscount, qui a fait toute une carrière et puis qui là a décidé de se former pendant 4 mois au métier du développement et qui aujourd'hui devient développeuse. Donc en plus, ce sont vraiment, je pense, des parcours et des choses qui évoluent au gré des besoins, des envies, de la vie personnelle aussi, et de comment conjuguer le métier, les loisirs, la vie, et ne pas s'enfermer dans une seule catégorie à un moment donné. Ouais. Donc je pense que c'est des caractéristiques de métier où au fond on sait qu'on va devoir apprendre tout au long du parcours encore plus parce que les technologies, les moyens évoluent beaucoup, hein, peut-être plus encore que dans d'autres métiers. Puis comme Céline le disait aussi, on voit que les métiers peuvent se pratiquer de manière très très différente. C'est-à-dire qu'on voit chez les jeunes une certaine appétence parfois à travailler, je veux dire, dans la prolongation du télétravail ou travailler en freelance, travailler de chez soi, etc. Mais on a aussi des personnes dans le numérique qui vont aller travailler à l'international. Donc en fait, ça offre aussi tout un panel de modes de réalisation professionnelle. Et puis on peut toucher différents secteurs d'activité, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une digitalisation de tous ces secteurs. On peut très bien gérer par exemple des réseaux sociaux d'une pharmacie, ou encore toucher un autre secteur qui n'a rien à voir, justement gérer le site d'une école, d'une université, c'est très varié. Oui, oui. Et c'est vrai que donc là, alors ça peut faire le lien aussi par rapport à la question précédente sur les types de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, dès lors qu'on est sur on va dire, des endroits où il y a du matériel, on va retrouver les ingénieurs qui sont dans ces secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'on va avoir soit des personnes qui ont des doubles compétences, soit des collaborations entre vraiment des purs players numériques, si je puis dire, et puis des ingénieurs qui ont, eux, de la technicité et qui vont donc pouvoir collaborer et aller en transformation. On parlait du numérique aussi, j'ai capté un chiffre en fait qui date, c'est une étude que j'ai trouvée sur les sites du gouvernement. En fait, aujourd'hui, ça représente à peu près 5,5% du PIB français. D'accord. Et à l'horizon 2030, on est en train de parler de 10%. Donc c'est aussi pour dire que ce secteur qu'on voit parfois comme étant, on peut l'approcher sous la forme ludique, les jeux vidéo, etc., quand on parle du numérique, c'est un vrai secteur économique et qui est en tendance forte d'augmentation. Juste pour situer, 5,5%, l'industrie aujourd'hui pèse 12%. Donc, vous voyez, c'est vraiment un secteur qui pèse. C'est pas uniquement, on n'est pas dans le loisir uniquement, on est vraiment dans de la valeur ajoutée créée et dans des positions qui sont stratégiques pour un pays. Alors, est-ce qu'on peut se préparer à arriver dans le numérique dès la seconde, ou plus tôt encore, ou ça vient plus tard? Enfin, on parlait des maths tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment les maths? Bon, faut privilégier. Enfin, est-ce qu'on peut définir un petit peu le cursus? C'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de cursus idéal ou parfait. Déjà, aimer, Déjà avoir le plaisir. Un usage sur les ordinateurs, les téléphones et autres, et jeux vidéo, comme tu le disais. Sur les langages aussi, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les littéraires sont de très bons codeurs, codeuses, développeurs, développeuses, parce que c'est des formes de langage, c'est des formes d'organisation de certaines données. Donc finalement, il n'y a pas de profil parfait. Je pense que le plus important, c'est d'aimer, c'est de vouloir travailler dessus. Et puis pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une forme d'engagement. C'est qu'on peut, quand on est dans le numérique, on peut dire moi j'ai envie de m'engager pour le développement durable. Et donc je vais aussi mettre mes compétences soit dans un temps de loisir, soit dans un temps travaillé, au service d'une association, au service d'un groupe, d'un collectif. Et ça, c'est quand même un très très gros avantage qui permet de combiner les envies, les compétences et de ne pas rentrer dans un schéma qui est très, très défini dès le début. On le voyait justement avec cet exemple de littéraire. Il peut très bien y avoir aussi justement les rédacteurs, rédactrices web qui sont justement extrêmement recherchés, ou même les personnes, les étudiants qui adorent le dessin, qui peuvent se diriger vers le graphisme. Donc c'est extrêmement varié. Céline, concernant justement le projet Futur Numérique, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet? C'est un projet qui a été initié par une association qui fait du droit des femmes, droit des familles, par une fédération d'associations même, et qui travaille avec moult partenaires. On a Cap Métier, on a la région, l'éducation nationale, enfin plusieurs. L'idée, c'est de valoriser les filières du numérique et, par effet ricochet, le secteur du numérique dans sa globalité, à destination des filles, mais aussi des garçons, pour montrer l'avenir et tous les enjeux, toutes les opportunités que ces métiers peuvent représenter,
mais aussi pour donner le choix et l'idée d'y aller, parce que c'est vrai que, enfin, moi en tout cas, quand j'étais au lycée, je pensais qu'on pouvait être dans le secteur de la santé, dans le secteur du droit et de la justice, et j'avais pas forcément en tête toutes ces opportunités qui sont très transversales, qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est vraiment l'idée de mettre un coup de projecteur et de dire aux filles d'y aller si elles ont envie d'y aller, que même si parfois on veut travailler dans une branche X, une branche Y, au service de la société, au service des gens, on peut aussi, via le numérique, s'engager. Dans l'agriculture aussi, on le voit. Donc c'est quand même pour cela qu'on s'est engagé sur ce sujet. Oui, c'est fou justement ce côté secteur parce qu'on a tous une utilisation quand même qui est journalière de nos ordinateurs, des jeux vidéo, en parler. Et pourtant, on ne se fait pas l'idée de pouvoir faire son métier dans ce secteur-là. Et oui, et c'est comment alors là aussi on le voit dans les en accompagnant les entreprises qui sont en train de se transformer dans l'industrie du futur, on voit réellement que on a un membre de l'association qui a travaillé à un moment donné sur le stade Matmut Bordeaux. Et en fait, il expliquait que l'ensemble des chefs de projet étaient systématiquement sur le chantier avec des tablettes. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui un chantier qui se fait comme ça, vous avez forcément un Algeco dans lequel vous allez avoir des tas de simulations. On prend du béton alors qu'on est en train de le fabriquer pour le mesurer en direct. Il y a des tas d'analyses derrière, de la simulation. Quand on parle des métiers, c'est vrai que on peut le voir sous la forme, par exemple, si on cite quelques exemples dans l'industrie, vous allez retrouver des cobots. Alors, le cobot, c'est aussi le moyen de dire que souvent le numérique, on l'oppose, on va dire, au traditionnel ou à l'emploi. En fait, on voit que dans les déclinaisons des métiers du numérique, on est plus sur faire avec que d'être contre. C'est-à-dire que le cobot, c'est pas un robot qui remplace l'homme, c'est un cobot qui travaille avec. Donc, et qui facilite son travail. Et qui facilite son travail. Vous avez des applications aujourd'hui chez Volkswagen en Allemagne où la logique, c'est de dire il faudra garder des personnes dans le futur qui vont être seniors pour continuer à travailler. Et donc, dans ce cas-là, toutes les tâches lourdes sont faites par des cobots. Et les cobots sont là pour soulever les charges, etc., mais ils sont en complète interaction. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui savent travailler. Lorsqu'on parle de réalité virtuelle, en fait, on est capable d'immerger un opérateur dans son environnement de manière complètement virtuelle. Il va pouvoir s'entraîner à exercer son métier, à attraper les gestuels, etc. Après, il va aller travailler. Donc, vous voyez, c'est bien, c'est de la complémentarité, quoi. Il faut, je pense, alors, bien évidemment, il y a question d'emploi autour de ça, mais il ne faut pas imaginer que ça n'est que ça. Ça va bien au-delà. On a l'impression que ce numérique est aussi un peu, pas un Eldorado, mais quelque chose de tous les possibles, puisqu'on voit qu'il se passe vraiment beaucoup de... Il y a des initiatives, notamment, je crois que c'est Ubisoft qui est allé à la rencontre des collégiens, ils ont préparé des choses assez incroyables. J'ai suivi un petit peu tout ça pendant des mois et des mois avec des spécialistes qui allaient les voir dans les collèges, y compris dans le monde rural. C'est important, le numérique, c'est ça aussi, quoi. C'est de se dire que c'est possible, même très très loin des villes. Oui, c'est ça. Et alors, effectivement, il y a tout cet enjeu, justement, de ne pas être rivé à un endroit donné, mais ça nous permet, et ça permet, je crois que le mot important, c'est plus de la notion d'augmentation. C'est-à-dire qu'on parle de réalité augmentée, c'est-à-dire que finalement, on va augmenter les capacités et ce que l'on peut faire, justement, grâce au numérique. Et... Damien, oui. Désolée, je te coupe la parole. Si je peux rebondir, j'ai quand même un agriculteur qui me disait oh, vous savez, moi, les smartphones, je m'y mettrai le jour où mes vaches m'appelleront. Et il s'est arrêté, il m'a regardé, il dit du coup, j'en ai un parce que maintenant, elles ont toutes des capteurs. Quand elles sont trop agitées, c'est qu'elles sont malades. Et en fait, elles m'appellent parce qu'elles vont pas bien. Donc, du coup, c'est un usage qui est complémentaire d'abord d'un premier métier et qui permet de faciliter la vie, comme tu le disais, et d'apporter un peu de bien-être. Alors ça dépend évidemment du secteur, mais ça peut permettre d'apporter quelque chose et vraiment de soulager aussi les tâches de certains et certaines. Ça me rappelle d'ailleurs ce que tu viens de dire, Céline, ça me rappelle sur les Olympiades des métiers, on a le métier de l'élevage ovin. Et donc, il y a une épreuve qui est de repérage en GPS des moutons qui sont dans les montagnes, où j'étais vraiment subjugué par ça, parce que moi, j'avais l'impression qu'ils allaient partir comme le berger à l'époque, sur ces chasses et monter sur un certain nombre de choses. Et donc, ils utilisaient ce type d'outil-là. Moi, j'avais une question. On parle à des jeunes qui sont aujourd'hui au lycée, en première. Quel type d'études il faut, en fait, envisager pour aller dans les métiers que vous venez un petit peu rapidement d'évoquer? J'imagine des études scientifiques. C'est quoi un petit peu le parcours qu'ils doivent emprunter pour venir explorer ces métiers-là dans le monde du numérique et intelligence artificielle, la robotique? Voilà, alors je vais avoir forcément un tropisme, non pas corporatiste, mais par rapport à des sujets qu'on connaît. Mais c'est vrai que finalement, les filières scientifiques qui vont mener vers des filières, donc université, sciences ou filières d'ingénieurs, effectivement, sont assez propices à ça parce que
le travail avec les mathématiques vont permettre de structurer, et globalement, le traitement numérique aujourd'hui, c'est énormément d'algorithmes informatiques. Donc, on va retrouver des bases comme celle-là. Donc, c'est-à-dire que quand on veut vraiment avoir cette compétence-là, on parlait tout à l'heure d'un rédacteur de contenu qui va s'acculturer à la partie digitale, on a aussi après de l'autre volet, c'est-à-dire j'ai une maîtrise scientifique, technique, et je vais y ajouter du numérique. Donc, il y a quand même tous ces métiers-là. Alors, on est effectivement dans cette période où c'est en train de basculer avec les enseignements de spécialité, donc on n'est pas encore, c'est pas encore complètement figé et on n'a pas forcément beaucoup de recul, mais on voit quand même effectivement qu'on a à peu près, je regardais, c'est ce que je cherchais là, on a à peu près 25% des groupes d'enseignement de spécialité qui sont sur maths, physique, sciences de vie, et puis je crois qu'on doit monter à 35% si on y met comme sciences de l'ingénieur. Donc je pense qu'effectivement c'est des voies intéressantes qui en plus présentent l'avantage, on a dit que ces métiers étaient des métiers très évolutifs, permettent finalement de repousser un petit peu le choix quand on peut le faire, et c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir garder un côté généraliste et pouvoir se spécialiser après. Donc je pense que ces filières-là sont intéressantes, tout en faisant en sorte qu'on n'essaie pas de tomber, de trop se prédéterminer à l'avance dès la seconde, par exemple, avec les enseignements de spécialité. C'est tout l'exercice. Mais je pense que ça fait partie des voies qui sont assez favorables, dans la mesure où ça fait partie de l'envie. D'abord, je crois que c'est ça qui est important, puis des capacités qu'on a à l'instant. Et pour prolonger ce que disait Damien, par rapport à quelle filière, par exemple, on parlait de cybersécurité, il y a une société ici à Pessac, qu'on a évoqué hier, Tetris, qui va embaucher 300 personnes dans les 2-3 prochaines années, et ce sont des ingénieurs. Oui. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, là c'est du concret, on sait que ingénieur égale cybersécurité. Oui. Comment ça se passe en fait? C'est quoi comme type? C'est quel type d'ingénieur déjà? Comment ça? Voilà, quel est le... Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon nombre d'écoles d'ingénieurs qui existent depuis pas mal d'années ont créé des spécialités, puisque de plus en plus, elles travaillent par projet, elles travaillent par module. Donc en fait, il y a des modules qui sont instaurés, qui ont été inscrits, alors soit dans des choix qu'on peut faire durant la scolarité, soit sous la forme de master spécialisé après. Donc vous avez Bac+5 pour avoir un master ou être diplômé d'une école d'ingénieur, et derrière vous ferez un master spécialisé en cybersécurité par exemple. Et est-ce que c'est un Everest? Est-ce que c'est inaccessible ou c'est vraiment... Non, alors de façon globale, parce que c'est vrai que on nous oppose souvent le fait, d'accord, ingénieur c'est complètement élitiste, etc. Bon, déjà si vous regardez, il y a pas mal d'écoles aujourd'hui où quand vous regardez l'origine des élèves, à part quelques écoles je veux dire, on pourrait qualifier d'élitisme, mais c'est pas une volonté au départ. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même, ça reste quand même un ascenseur social. C'est-à-dire qu'on peut effectivement venir d'un milieu que je vais qualifier de modeste et pour autant accéder à ces études d'ingénieur. Donc ça, c'est pas le. Je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça. Donc c'est pas un Everest. Et je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que obtenir un diplôme d'ingénieur, ça ne veut pas dire être excellent en tout. Je crois que ça veut surtout dire être, si je puis être très familier, c'est ne pas avoir de trou dans la raquette. C'est-à-dire, au fond, sur l'ensemble des matières, pouvoir à peu près prétendre à une sorte de minimum. C'est ça qui emmène. Donc je pense qu'il ne faut pas se censurer. Moi, je le vois. Alors, je ne veux pas là aussi faire dans le typé, mais quand on anime et qu'on est sur des forums, on se rend compte que très souvent les jeunes nous disent « ouais mais ingénieur, non, c'est pas pour moi ». En fait, c'est vraiment qu'une représentation qui est fausse, parce que comment c'est accessible, il faut travailler, évidemment. Il faut voir aussi qu'il y a énormément de filières aujourd'hui, parce qu'auparavant, vous aviez uniquement la filière classe préparatoire, et puis ensuite vous intégrez une grande école. Il faut savoir aujourd'hui que cette filière-là, stricte, elle représente uniquement 35% des diplômés. Vous allez avoir une trentaine d'autres pourcents qui sont des élèves qui ont fait un diplôme d'ingénieur avec des classes préparatoires intégrées. Et puis après, il vous reste un bon tiers qui va venir de filière universitaire, qui va avoir fait une licence, puis qui après va intégrer l'école d'ingénieur. Donc en fait, là, depuis 20 ou 30 ans, ce qui était très bien, c'est qu'on a énormément diversifié les moyens, finalement, de s'engager dans ces études scientifiques et techniques. Et peut-être une voie aussi que tu n'as pas évoquée, mais qui est aussi l'accès à l'ingénierie par l'apprentissage. Alors, oui, c'est tout à fait bonne remarque. Alors ça se développe de plus en plus, y compris dans les écoles qu'on pourrait dire renommées, qui se sont complètement mis dans ces filières-là. Donc effectivement, on a l'apprentissage. Alors, si je me place d'un point de vue de l'industriel, pour en côtoyer beaucoup dans mon métier au quotidien, effectivement, l'élève qui est diplômé par apprentissage, il va avoir connu l'entreprise, il va avoir pratiqué, et très souvent, ça se traduit, je vais pas dire, pas quasiment tout le temps, mais ça se traduit très souvent par l'embauche.
parce que l'élève a été complètement... On a vu ce qu'il était capable de donner et son implication, etc., ses valeurs. Et donc, du coup, c'est assez logique et de plus en plus d'entreprises le font dans ce cadre-là. Ça veut dire que c'est un secteur aussi pourvoyeur d'emploi. C'est là aussi, pour être pragmatique aussi, on sait que derrière, il y a quelque chose de concret. Un peu, oui. C'est-à-dire que à ce jour, on dit que 90%, il y a 90% de taux d'employabilité, donc 90% de chances d'être embauché à l'issue d'un diplôme obtenu, quel qu'il soit. Et on dit que 85% des métiers numériques de 2030, donc dans un peu moins de 10 ans, n'existent pas encore. Oui. Donc finalement, c'est des choses qui évoluent énormément. C'est un concept incroyable. Et j'en ai un encore plus fort de chiffres, 191 000 postes créés d'ici l'année prochaine. Donc finalement, en fait, c'est... Au niveau France. Pardon, oui. Donc c'est effectivement beaucoup de chiffres qui paraissent énormes, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités finalement. Et puis pour coupler par rapport à ce que tu disais sur la science, la technique, etc., il y a aussi l'autre volet du numérique sur ce dont on parlait tout à l'heure, tous les UX designers qui font des sites internet, qui ont des approches qui peuvent être beaucoup plus rapides sur les études, avec des notions de stage et effectivement d'apprentissage aussi qui arrivent très rapidement et qui peuvent être transformés en freelance sur un début de carrière, sur ensuite intégrer des équipes ou autres, ou l'inverse, à vrai dire. Et ce sont des métiers qui se transforment ou qui s'apprennent parfois en quelques mois, parfois en autodidacte, c'est ce qu'on voit actuellement, donc qui va peut-être tendre à changer, mais aussi avec des Bac+5 quand on veut prendre le temps de décider, parce qu'en fait, Bac+5, ça ne veut pas dire juste je veux être le meilleur, j'exagère, mais avoir un grand diplôme, un grand master, mais c'est des fois aussi dire il me faut plus de temps parce que en fait, à 20 ans, je ne sais pas exactement ce que je vais faire dans ma vie et pendant X années de travail. Damien. Céline, deux choses. Tu disais 85% des métiers ne sont pas connus pour 2030. Comment on se prépare à ça? Parce que très souvent, moi je participe à des contrats régionaux de filière. Il y en a un du numérique qui existe au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et les professionnels nous disent très souvent on n'arrive pas à trouver les compétences là maintenant parce qu'on n'a pas les gens formés. Et pour autant, il faut les former relativement vite parce que le numérique va vite et qu'on a besoin de compétences. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui qui veulent embrasser ce type de profession peuvent se préparer? Est-ce qu'il faut avoir un bagage qui est suffisamment large et après on est sur de l'adaptation dans l'emploi? Enfin, c'est quoi que vous leur donneriez comme conseil? Ce matin, on en parlait, on se disait que ce qui définit bien le numérique, c'est le mot agilité. Et finalement, ces métiers qui n'existent pas, ça ne va pas forcément être des personnes qui sortent des études. Enfin, je ne suis pas une analyste exacte des chiffres et du secteur économique, mais souvent ce qu'on voit, c'est que les métiers se transforment au gré du travail, de l'évolution. Là, la Covid va aussi montrer de nouvelles façons d'utiliser le numérique et donc va forcément créer des métiers finalement. Oui, beaucoup d'adaptations. Exactement. Et ce sont des fois ceux qui travaillent déjà, qui bêta-testent ces nouveaux métiers avant qu'on développe des filières d'apprentissage, des filières d'études pour pouvoir les faire. Donc je pense que quand on est lycéen, quand on est étudiant, ce qui est important, c'est de se tenir informé si ça nous intéresse. Il y a des chaînes YouTube, il y a nombre de choses. Il y a des stages aussi. Oui. Il y a des semaines de l'orientation avec des professionnels qui viennent parler de ce qu'ils font. Et puis peut-être de s'intéresser à ceux qui travaillent dans ces secteurs. Autour de nous, on en a qui nous disent moi, à 16 ans, en fait, je faisais des sites internet pour remplir le frigo. Et puis je me suis formée sur l'usage du SEO et donc du référencement en ligne. Et donc petit à petit, je suis devenue en fait chef d'entreprise. Et c'est pas juste un métier et un apprentissage, ça a été tout un parcours, toute une évolution. C'est générationnel aussi, peut-être aujourd'hui. Évolue, exactement. Ça aussi, c'est un peu cliché, mais enfin maintenant, il y a carrément, les nouvelles générations arrivent. C'est tellement évident pour elles de voir des Déjà, ils ont cette notion données. De communication C'est une évolution finalement. Et c'est pour ça, l'agilité, elle est aussi grâce à ça, peut-être. Et elle est aussi grâce à ça. C'est vrai qu'ils sont digital natives, donc en fait, il y a des tas de mécanismes mentaux qu'ils ont déjà en place. Et puis, après, il y a effectivement des modules. Par rapport à ce que disait Damien, je pensais, on avait l'information là, par exemple Bordeaux INP organise une semaine sur l'intelligence artificielle. Et en fait, en une semaine, vous êtes déjà capable de concrètement mettre en œuvre l'intelligence artificielle. Je vais vous citer un exemple en faisant très très court, mais j'ai participé une fois sur l'intelligence artificielle à un ingénieur qui avait une trentaine d'années sur Paris. Et en fait, il était très déçu de voir que tous les mégots tombaient dans le canal Saint-Martin quand on nettoyait. Et il a conçu un robot,
un robot à qui il a appris à reconnaître des mégots. Eh bien, ça lui a coûté, hors son imprimante 3D, ça lui a coûté 300 €. Alors, il a fait ça pendant 1 an à peu près. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que c'est aussi tous ces mécanismes-là qui font qu'à un moment donné, vous êtes capable d'avoir un robot, une caméra, un aspirateur, un petit truc qui lui a coûté 300 €. Donc, c'est toute cette mécanique-là aussi. Moi, j'ai vu dans les métiers du web, j'ai vu des chefs d'entreprise qui étaient assez interpellés parce qu'en fait, ils se posaient la question, mais est-ce que finalement, mon collaborateur a la compétence ou pas? Parce qu'en fait, ils sont aussi dans une mécanique de dire, mais si je sais pas, je vais appeler mon réseau, etc., et je vais trouver les réponses. Et l'échange que j'avais avec lui, c'était de dire, mais finalement, ton sujet, c'est est-ce que la question, c'est est-ce qu'il sait faire ou finalement s'il sait apporter la compétence d'une façon ou d'une autre. Donc on voit qu'il y a énormément il y a des barrières, pas des barrières, des frontières. Ça bouge énormément. Et ça, ça bouge totalement les lignes. Alors il y a aussi un danger, donc on ne peut pas le nier. Voilà, ça. Bien sûr. Oui. Parce que ce n'est pas un monde idyllique non plus, le numérique. Oui. On a parlé de cybersécurité, c'est le premier danger. C'est-à-dire qu'effectivement, cette mise sur le cloud des data, etc., ça pose d'énormes soucis de confidentialité. On le voit sur les données de santé, etc., avec des hackings de sites de cliniques ou d'hôpitaux, etc. Donc oui, il y a ça, bien sûr. Après, il y a le fait que c'est toujours, ces métiers qui bougent sont à la fois attrayants parce qu'on bouge tout le temps, mais après la question, il faut rester dans le peloton. Hein. Donc en fait, il y a cette notion. Donc voilà. Donc je crois effectivement, ce qu'on s'était dit ce matin, c'est la notion d'agilité, c'est-à-dire avoir envie d'être on bouge, on est dans le progrès, on est dans le changement. Quand on a une appétence, on a ces appétences-là, ces envies-là, ben, je pense qu'effectivement, le numérique va nous plaire. Et sur les notions de risque, en fait, c'est un peu comme tout. L'ordinateur lui-même ne va pas développer le risque tout seul. Enfin, l'ordinateur, l'outil, le logiciel, c'est l'humain qui, à un moment, a programmé la chose avec ou sans conscience qu'il pouvait y avoir un risque. Et quand on est dans le secteur, il y a plus de chances de savoir comment déjouer le risque, comprendre, travailler autour, cadrer, paramétrer, etc., que quand on est à l'extérieur et qu'on regarde en se disant mon risque, je vais le subir. Alors que quand on est au cœur du système, finalement, c'est plus facile de proposer. Alors, je ne dis pas que tout va réussir, évidemment, mais il est plus facile de trouver des solutions une fois qu'on y est plutôt qu'en observateur externe. Ce qui peut faire peur aussi, pour en revenir toujours à la cybersécurité, c'est qu'il y a même des recrutements de hackers par des sociétés mal intentionnées qui ont pas... Non, mais ça devient fou, c'est-à-dire qu'ils regardent les écoles qui marchent bien et puis ils voient s'il y a des fragilités, on m'a expliqué, et tac, ils prennent un hacker de 17 ans qui se retrouve après à avoir des salaires monstrueux pour aller pirater pour pirater même à des fins criminelles. Voilà, il y a les deux volets que vous évoquez. C'est effectivement, il y a la société mal intentionnée qui va recruter un hacker, mais vous avez les GAFA et autres qui payent en permanence des personnes justement pour aller tester la fragilité. Donc on voit que c'est quand même, vous voyez, c'est un métier d'intelligence aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la créativité à chaque fois. On n'est pas uniquement dans de la répétitivité. Donc c'est ça pour moi qui peut en faire. Bien évidemment, je pense que dans toute façon globalement sciences techniques et on peut joindre le numérique, il y a toujours eu des risques ou des craintes. Hein. Normalement, personne ne pourrait prendre le TGV puisqu'on était mort à 50 à l'heure au début. Donc je veux dire, on a toujours ça. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des risques, mais comme le dit Céline, c'est pas des risques intrinsèques. Quand on parle de l'IA, on dit l'ordinateur va faire tout seul. C'est faux aujourd'hui. On est encore très loin de ça. Bien évidemment, il y a des choses, on vous parle de l'ordinateur qui joue contre le russe qui est champion d'échecs, etc. Mais attention, on est encore très loin de systèmes autonomes. Hein. On est beaucoup plus dans des compilations de data, etc. Donc, dans du programme. Donc ça veut dire que il y a de la marge. Maintenant, je pense que c'est comme dans tout secteur. Il y a effectivement des risques et il y a une notion d'éthique également. Donc ça, je crois que c'est des enjeux. Et bon, au sein d'IESF, on travaille aussi beaucoup sur ces questions de dire comment, alors en tant qu'ingénieur et scientifique, on pourrait étendre le propos à l'ensemble des acteurs du numérique, c'est quelle est notre éthique par rapport à tout ça. Et on a besoin de philosophes, du coup, aussi, pour travailler sur l'éthique. Tout à fait. Et on a besoin et c'est là où la cross-fertilisation, elle est super importante de travailler avec d'autres acteurs. Tout à fait. Et évidemment, cela va sans dire, mais on va quand même le dire, c'est des métiers femmes et hommes. Évidemment. Voilà. Oui, évidemment. C'est quand même quelque chose. Céline, je sais que c'est un point dans hyper le domaine important, scientifique, vous recherchez beaucoup, en tous les cas, faire venir des femmes. Donc c'est extrêmement important. Céline Jouy, justement, vous parlez de la féminisation des métiers du numérique. C'est d'ailleurs l'un des sujets phares de Futur Numérique. Justement, vous avez l'impression qu'il faut encore féminiser ces métiers du numérique ? Statistiquement, effectivement, il y a beaucoup moins de femmes dans ces métiers qu'elles travaillent en tant que développeuses ou en tant que graphistes, à vrai dire. Aujourd'hui, on dit qu'il faut autant de femmes que d'hommes parce que ce sont des métiers qui aussi organisent la vie de demain.
On en a beaucoup parlé avec l'urbanisme, c'est un petit parallèle. On a dit que les hommes ont fait des villes par et pour les hommes et qu'aujourd'hui les femmes n'utilisent pas les mêmes façons de circuler dans la ville. Et en fait, ce qui se passe avec le numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on utilise nos téléphones, quand on utilise nos ordinateurs, si c'est développé par des hommes, il y a des biais qui se font. Et ce n'est pas volontaire, et c'est pas pour dire c'est mal de votre faute. Non, exactement. On a tous des représentations, on a tous des stéréotypes intégrés. Le tout, c'est de le savoir, c'est de travailler avec. Et c'est Marion Paoletti, qui est à l'Université de Bordeaux, qui disait dans la première application santé de Apple, qui avait été développée par des hommes, les dates des menstruations n'étaient pas notées. Alors que quand on est une femme, c'est vrai que ça rythme quand même la vie. Ouais. Et finalement, là aussi, c'est pas pour dire c'est mal, ça n'existe pas, on est mal dans une société. C'est pour dire, non, il y a aussi d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons d'avoir. On peut composer différemment. Exactement, des expériences différentes, des façons de voir différemment. Et la richesse, elle est d'avoir tout le monde autour de la table. Et elle n'est pas d'avoir une seule représentation. Oui. Et puis, c'est aussi une émancipation pour les femmes que de pouvoir se dire, j'arrive dans des entreprises qui vont m'offrir le même salaire, parce qu'il y en a quand même 74% qui disent, on met les mêmes salaires, parce que ce n'est pas le cas dans beaucoup de secteurs. C'est aussi l'occasion de dire, il y a tellement d'agilité dans ces métiers, il y a tellement de formes de faire les métiers, que moi, en tant que femme, si j'ai envie de prendre du temps pour moi, si j'ai envie de mettre tout mon temps sur ma carrière, je pourrais trouver les opportunités dans ces métiers-là. Et c'est aussi de dire, voilà, c'est une représentation, c'est une façon de créer l'avenir, autant être autour de la table que, là aussi, être passif, comme on le disait, sur l'intelligence artificielle. Encore un petit mot sur les écoles entre guillemets hors cadre, notamment l'école 42 dont on parle pas mal. Oui. Ces écoles qui sont finalement pas des écoles tout en étant des écoles. Est-ce que pour des parents et des jeunes c'est une bonne solution? Ça peut être une solution? Enfin, quel est votre regard là-dessus? Moi, je crois alors on en parlait tout à l'heure avec l'apprentissage, parce que je crois que le côté école 42, c'est... Rappelons ce que c'est un petit peu le concept, peut-être pour... Et voilà, et je veux dire, on est là dans cette logique, c'est-à-dire... On rentre sans diplôme. Voilà, on rentre sans diplôme. Alors, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, dans la mesure où il y a une préparation, une acculturation qui peut se faire par des tas de modes alors qu'on est encore adolescent, etc., ça l'ouvre certainement plus qu'à d'autres. Et encore une fois, je crois qu'on va être sur le même schéma que le schéma homme-femme, c'est-à-dire que je pense que le débat, c'est pas d'opposer des modèles, c'est de dire que plus on va offrir d'opportunités, au fond, plus on aura, on sera pas dans la one culture, quoi. C'est-à-dire qu'on aura des personnes qui vont avoir des pensées complètement différentes. Et moi, quand j'écoutais Céline, en fait, je vois aujourd'hui, même dans l'industrie, quand vous voyez une jeune femme qui est responsable d'un atelier de maintenance, vous vous rendez compte que la façon de gérer l'atelier devient complètement différente. Quand vous avez une femme qui est chef de projet, elle va mener le projet d'une toute autre façon. Donc, voilà, pensons complémentarité, quoi. Et donc, je pense par rapport à ce sujet-là, oui. Après, bon, il y a il y a toujours besoin de regarder par rapport au type de formation que l'on a. Il y a une sorte de prime à l'ancienneté, c'est-à-dire que les écoles qui existent depuis X temps, les filières qui existent depuis X temps, ont fait leurs preuves, donc quelque part, toujours dans le schéma RH, elles rassurent. Maintenant, ça ne veut pas dire que les RH aujourd'hui, surtout dans des métiers en tension, s'ouvrent pas l'alternative. Donc en fait, ils vont aller regarder l'alternative. Et puis de plus en plus, le diplôme reste le moyen d'accéder à, mais c'est pas le passeport, quoi. Hein, ça vous permet mais après vous en faites ce que vous en ferez dans votre vie. Hein, donc voilà. La complémentarité, même pour l'animation. Exactement, la complémentarité. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. Le tout, c'est de se compléter. Merci en tout cas à tous les deux pour justement toutes ces informations. Merci à vous. Ouais. On vous le rappelle, chers étudiants, chers parents qui nous regardez, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. On y répondra ce soir, pas seulement Denis et moi, mais aussi avec nos invités, justement à 19h15. Donc vous le voyez, le numéro de notre standard s'affiche 05 57 57 73 73. N'hésitez pas à nous appeler pour nous poser vos questions sur l'orientation et on vous aidera justement à y répondre. On se retrouve quant à nous tout à l'heure sur les alentours de 16h30. Oui. Ça te va? J'ai juste dit oui, donc on n'est pas vraiment complémentaires. Tu as pris toute la parole. Mais justement, je te donne la parole pour la fin. Oui. Au revoir peut-être. Au revoir.